Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites te développer sur YouTube, mais que tu ne sais pas comment faire. Il y a peu de temps, je me suis posé la même question. J'avais envie de me lancer, mais je ne savais pas quelle stratégie adopter, et surtout, je ne savais pas comment faire pour que mes vidéos attirent l'attention. Alors, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'Arthur Villecourt, expert YouTube et cofondateur des Wizards. Avec plus de 10 ans sur YouTube et plusieurs chaînes à son actif, il connaît les méthodes et les stratégies à appliquer pour développer son activité sur la plateforme. Il m'a partagé ses meilleures astuces pour percer sur YouTube. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les bases pour réussir sur YouTube, comment créer du contenu engageant et captivant, les stratégies pour attirer une audience et monétiser ses vidéos. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos des makers. Arthur, enchanté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben, merci à les makers pour l'invitation surtout, merci à toi et du coup, je m'appelle Arthur Villecourt. Je suis, historiquement éditeur de site depuis 2013. Je suis le co-animateur du podcast, le Wizards Podcast et je fais, beaucoup trop de choses toujours dans ma vie, à commencer par, j'ai aujourd'hui 2 SaaS, Lucid.ai qui est un détecteur d'intelligence artificielle, Wisewand.ai qui est un rédacteur, IA boosté, qui permet de prendre en compte l'intention de recherche et j'ai pas mal de chaînes YouTube en parallèle, donc ma chaîne Arthur Villecourt qui porte mon nom, mon prénom, une chaîne s'appelle Abba, Abba, si vous pourrez la trouver en tapant Abba Arthur Villecourt, sur laquelle je parle essentiellement de Bolt.new qui est un outil de développement, boosté à l'IA. Et j'ai encore, d'autres chaînes, mais je vais pas toutes les citer, mais voilà, je suis, aujourd'hui très axé sur YouTube, on va dire. OK, bah, c'est nickel parce que c'est le thème qu'on comptait aborder aujourd'hui, justement de tes connaissances, sur, YouTube. Et d'ailleurs, pour toi, quelles sont les compétences, de base à maîtriser pour se lancer sur YouTube? Je dirais que, la première chose, c'est qu'il faut être capable d'être plutôt éloquent, d'aller droit au but, de pas perdre, ce qu'on va appeler le viewer, donc la personne qui nous regarde, avec de longues phrases qui mènent un peu à rien. L'objectif, c'est d'apporter un maximum de valeur et j'imagine que dans cette vidéo, je tiens à le dire pour les gens qui nous regardent, mais je vais essayer de répondre, en pensant, dimension business. En gros, moi, j'ai jamais fait de contenu, tu vois? Je suis pas un créateur de contenu divertissant, par exemple, donc c'est pas quelque chose que je sais faire. Donc je vous expliquerai pas comment percer, à la Squeezie ou je ne sais quoi. C'est vraiment on va s'axer sur des réponses liées au business et comment est-ce qu'on peut obtenir du business, avec YouTube. OK, top. Donc déjà, ça donne un petit peu un cadre. Justement, tu parles du fait qu'il y avait divertissement, business également. Pour toi, pour se lancer, comment, on va trouver sa niche? Alors pour moi, il y a plusieurs manières quand on réfléchit niche de marché. La première chose, je pense, c'est de se fixer son objectif, donc de savoir si l'objectif, pour le coup, il est purement financier, parce que ça peut être le cas. L'objectif, ça peut être de faire de l'argent. Par exemple, aujourd'hui, une niche, qui fonctionne bien, en édition de site et sur YouTube, il y a des axes, qu'on peut utiliser aussi, c'est le dating, la niche de la rencontre. Pour le coup, moi, c'est pas quelque chose qui me passionne, j'ai aucun intérêt particulier à parler de ça, mais c'est une niche qui fait de l'argent. Est-ce que c'est, la liberté, que vous recherchez? Dans ce cas, bah, peut-être trouver un mix entre les 2, entre justement, une niche qui est rémunératrice et une niche qui vous intéresse un minimum. Ou alors est-ce que ce qui vous drive, c'est vraiment la passion? Et dans ce cas, je pense aujourd'hui qu'on peut, tout à fait, créer du contenu quand on est passionné sur tous les sujets globalement. On le voit notamment, il y a des gens, il y a je pense, aux triconautes qui ont une chaîne sur le tricot, et qui, font, vraiment, pas mal d'oseille, à l'année. Je pense, notamment, au pif, à des gens qui vont se filmer en train d'exterminer des nids de frelons. C'est du contenu qui fonctionne et en fait, on peut faire du contenu sur absolument tout et quand on est intéressé par le sujet qu'on traite, c'est encore mieux. Mais, voilà, le choix de la niche et c'est vraiment en fonction de cet objectif initial pour moi. Ensuite, je dirais que le plus important pour se démarquer des autres, c'est d'être capable d'amener un axe peut-être légèrement différent quand c'est possible et quand c'est pas possible, c'est pas grave. Ne vous cassez pas la tête en vous disant: «Comment je peux faire différent?» Si vous avez envie de créer du contenu ou si vous pensez que c'est une bonne chose pour votre business, créez du contenu, même si vous avez la sensation que le sujet est déjà traité et moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est quand, par exemple, je sais pas moi, aujourd'hui sur, ma chaîne perso, ça m'arrive de traiter des sujets SEO.
bah, en fait, j'évite de consommer le contenu francophone sur le SEO. Comme ça, je ne suis pas influencé par ce que je vois et si il se trouve que je dis la même chose, que quelqu'un d'autre, sur le marché francophone dans une de mes vidéos, voilà, c'est pas dramatique et c'est parce que dans tous les cas, c'est pas mon inspiration initiale. Donc si je dis la même chose, c'est sans doute que c'était pertinent de le dire, et qu'on a eu raison de le dire tous les 2 par exemple. Et voilà, donc se différencier, au travers de concepts uniques et je vais prendre un exemple concret, sur, une chaîne jeux vidéo que j'avais il y a quelques années. Je me suis re c'était J'étais sur un style de jeu qui s'appelait le looter shooters et dans ce jeu, grosso modo, je la fais très vite, mais il fallait, combiner des équipements, pour, enfin faire ce qu'on appelle des builds et être plus puissant dans le jeu, grosso modo. Et moi, plutôt que de me dire, de faire moi-même les combinaisons d'équipements et de montrer aux gens, quelles étaient les plus puissantes et cetera, j'ai très vite mis en place un concept, qui consistait à inviter des gens qui, eux, de leur côté, avaient fait des combinaisons spécifiques et de les inviter sur ma chaîne et de dire: «Bah, voilà, cet équipement», et un peu en mode interview, si tu veux. Concept que j'ai répliqué sur ma chaîne qui traite de Bolt récemment et j'aurai l'occasion, je pense, au travers d'une autre de tes questions d'aller un peu plus loin là-dessus, mais où j'invite des gens et je leur dis: «Voilà, qu'est-ce que vous avez créé avec Bolt?» et ils me montrent ce qu'ils ont créé. On parle des limites auxquelles ils se sont confrontés et cetera et en fait, ce type de concept un petit peu unique, ça permet vraiment déjà de faire du contenu régulièrement, de le faire peut-être plus facilement qu'un contenu préparé nous-mêmes et ça peut être dans certains cas un vrai hack pour avoir de la visibilité, là où les autres ont un peu du mal à se démarquer. Donc voilà, c'est mes conseils là-dessus. OK. Et donc du coup, là, tu viens de parler d'un type de contenu qui est les interviews qui, je sais, marche pas mal en ce moment et ça va découler de la prochaine question. Pour toi, quels sont les types de contenus qui sont le plus en vogue pour, l'année, 2025? Alors, il y a différents types de contenus. Je pense que, étant assez friand de podcasts, plus ayant un podcast, je dirais que c'est clairement le type de contenu qui fonctionne bien. Donc, podcast par définition, un contenu très long, avec ou sans invité, mais en tout cas où l'objectif c'est toujours dans un cadre business de délivrer un maximum de valeur sur un sujet spécifique, mais de le faire sans être, dans un truc ultra timé et cetera. Le but c'est vraiment d'avoir un échange, à la fois intéressant, à la fois pertinent et voilà, de pas se limiter dans le temps et de pouvoir aller en profondeur dans les choses. Ça, c'est vraiment le 1er type de contenu qui fonctionne bien. Ensuite, il y a les contenus plus courts, on va dire, mais on va dire des contenus entre 8 et 15 minutes, où là, pour le coup, on va essayer d'être un petit peu plus dynamique, d'aller droit au but, et ça, c'est des contenus qui marchent bien, que moi j'aime bien monter un minimum, et scripter, en tout cas dans les grandes lignes, pour essayer vraiment là, c'est l'objectif, c'est de délivrer un maximum d'informations en un minimum de temps. Ensuite, il y a des contenus qu'on peut appeler des value assets, et j'ai mis, pour le coup, ça, je pense que ce qui est important, c'est de pas trop se prendre la tête sur la forme et d'être vraiment, concentré sur le fond et donc sur, délivrer du contenu de bonne qualité de manière très brute. Et là, pour le coup, ça peut être typiquement se balader sur, un Miro ou équivalent, tu vois comment on appelle ça? Des mind maps, en fait, où on prépare un petit peu le contenu en avance et on déroule. L'objectif, c'est d'apporter un maximum de valeur sur un sujet, ce qui permet aux gens d'apprendre quelque chose rapidement et en fait, la vraie clé d'un bon contenu sur YouTube, c'est, le raccourci. C'est de pouvoir permettre aux gens de faire un vrai raccourci, dans leur apprentissage ou même dans leur journée, et voilà. Et le dernier truc et ça, c'est un petit peu plus difficile à mettre en place et ça demande un peu plus de travail, mais c'est très efficace et en ce moment, ce qui marche très bien sur YouTube, c'est les contenus en mode storytelling. Et on voit notamment, au travers toujours dans la thématique business, Fineary, avec, Mounir Lagoun qui se plie et qui est une chaîne, c'est une vraie masterclass parce qu'il est en train de faire exploser son business grâce à cette chaîne YouTube, et là, il fait de plus en plus de vidéos en mode storytelling. Je pense notamment à Antoine Blanco aussi qui fait pas mal ça, en ce moment. Je sais qu'il a été, interviewé par Florian, à Bali, je crois. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 gros contenus ou 4 d'ailleurs, qui vont, vraiment, faire la différence, aujourd'hui sur YouTube. OK, top. Donc une fois que j'ai ma niche, le type de contenu que j'aimerais faire, pour toi, c'est quoi l'idéal, en termes de rythme de post? Le but, c'est d'être le plus régulier possible. Idéalement, je dirais que c'est bien d'avoir au moins une vidéo par semaine.
Mais je pense que si vous qui nous écoutez, vous ne vous êtes pas encore lancé, l'essentiel, c'est que vous preniez une espèce de vous fassiez un espèce d'accord avec vous-même, où l'objectif, c'est pas nécessairement d'être ultra régulier, enfin d'avoir une vidéo toutes les semaines, c'est peut-être trop pour vous, mais peut-être qu'une vidéo par mois ou une vidéo tous les 2 mois, c'est, un rythme qui vous convient mieux. En fait, je pense que l'essentiel, c'est de décider quelque chose et de s'y tenir quoi qu'il arrive pendant une période de temps donnée et de pas abandonner au bout de typiquement, si vous décidez de faire une vidéo toutes les semaines et qu'au bout de 3 semaines, vous avez déjà: «Oh bah, j'ai pas eu le temps cette semaine», c'est qu'il y a un problème, en fait. Reprenez un nouvel engagement où vous vous dites: «Bon, bah, si je suis pas prêt à assumer mon engagement de faire une vidéo par semaine, peut-être qu'une vidéo toutes les 2 semaines, c'est plus adapté». Mais trouvez un engagement avec lequel vous êtes, en adéquation et que vous allez pouvoir respecter. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important et d'ailleurs, je dirais que c'est le plus important à la fois sur YouTube, mais aussi, dans l'édition de site, et dans, le business en général, dans la vie en général. C'est en fait, tout est un marathon, quoi. Il y a pas de sprint, c'est un marathon. Donc prenez des engagements et faites les choses et même si vous le faites à un petit rythme et ben, en fait, tant que vous le faites sur le long terme, ça vous ne pouvez que progresser et ça ne peut que prendre de l'ampleur. Et donc maintenant, ça m'intéresserait de savoir, donc le sujet de la vidéo, c'est, comment percer sur YouTube. Et ce qui serait intéressant à savoir, c'est quels sont les éléments, d'une vidéo, qui permettent justement d'avoir, un contenu qui fonctionne? Alors, le premier élément, c'est une miniature, qui attire le regard et qui va pousser au clic. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est un titre qui va donner envie de cliquer, parce qu'il y a 2 manières de parler d'algorithme, enfin, d'utiliser l'algorithme de YouTube. C'est, grosso modo, soit le SEO, soit ce que j'appelle moi l'attraction algorithmique. Donc ça dépend un peu de la stratégie de la vidéo en question, mais en tout cas, le titre, un petit peu comme le titre en SEO, a un impact énorme, donc il faut, vraiment pas le négliger. Il y a un truc qui est vraiment super important et on pourrait penser que c'est dédié et très propice au format short, au format court comme sur TikTok ou sur les shorts ou sur les reels sur Instagram. Mais la réalité, c'est que c'est, extrêmement important également sur des formats plus longs et notamment, sur YouTube. C'est, le hook, donc le l'hameçonnage au début de vidéo, qui va, donc les 5 premières secondes et encore même sur YouTube, c'est plus les 30 premières, parce que les 5 premières, c'est peut-être plus sur le format short, mais sur YouTube, on est plus sur les 30 premières. Si vous arrivez à garder l'attention d'une grande majorité de l'audience qui ont cliqué sur la vidéo, pendant les 30 premières secondes, vous avez, de très fortes chances d'être mis en avant par YouTube. C'est vraiment comme ça que fonctionne l'algorithme aujourd'hui. Le fait d'avoir un bon rythme, alors encore une fois, ça dépend du type de contenu, mais bon, l'objectif, c'est vraiment d'être H24 dans «on délivre cette valeur, on délivre» et de pas avoir de longueur. Parce qu'en fait, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la personne qui regarde une vidéo YouTube, en fait, il faut la voir quand vous créez du contenu sur YouTube, il faut vous dire que les gens qui vont vous regarder sont en fait devant leur écran et sont en train de se poser la question H24 de se dire: «À quel moment est-ce qu'ils me donnent une raison de me barrer, quoi?» C'est vrai à quel ils vont être tout le temps en train de se dire ils vont chercher la moindre excuse pour quitter votre vidéo. C'est vraiment ça, donc il faut être capable d'être tout le temps en train de leur donner des raccourcis, de la valeur ajoutée et de leur, prouver en temps réel que, votre vidéo mérite d'être écoutée. Donc de la valeur et rien d'autre et la vidéo doit offrir des raccourcis. Donc c'est-à-dire que si vous n'apportez pas de la valeur, vous n'apportez pas votre propre expérience sur un sujet, ça peut aussi tout à fait être de l'actualité, par exemple. Si vous êtes sur la niche du, dressage canin, vous pouvez faire une vidéo qui parle de la dernière méthode inventée par tel mec aux États-Unis qui parle de dressage canin et vous offrez à votre, spectateur qui est intéressé par cette niche-là, un raccourci. Ah mais il ne le savait pas et voilà, vous lui permettez d'apprendre quelque chose et de faire un raccourci par rapport, à l'apprentissage qu'il aurait dû faire lui-même s'il avait dû trouver l'information de son côté. Donc, voilà les éléments essentiels pour moi qui font une vidéo qui marche bien. Comment fonctionne l'algorithme, YouTube? Alors l'algorithme de YouTube, il est un petit peu particulier, on va dire, parce que contrairement à l'algorithme de Google qui est, essentiellement, si on met de côté Discover, mais essentiellement, basé sur, les pages de recherche, sur l'intention de recherche et donc sur, combien de recherches y a-t-il sur tel mot-clé et cetera, donc sur du contenu organique. Il y a à la fois ce côté-là sur YouTube avec ce qu'on peut appeler le SEO YouTube qui fonctionne franchement à peu de choses près comme le SEO sur Google d'ailleurs, puisqu'on a le titre, dont j'ai, pas mal parlé, qui, doit être optimisé.
On a la sémantique même, où, YouTube est capable aujourd'hui, d'identifier que dans une vidéo, de manière assez rapide, dans les 30 premières secondes, par exemple, il y a le mot-clé, principal qui est cité, puis dans la vidéo, qui a tout le champ lexical, il y a un mot-clé. Ça aujourd'hui, YouTube est capable de le faire et s'il ne le fait pas directement au travers de la vidéo, il va pouvoir le faire, par exemple, au travers du sommaire de la vidéo, que je vous invite vraiment à rajouter, sur chacune de vos vidéos. Justement, on a l'intention de recherche aussi et ça, c'est rigolo parce qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui sont pas trop au courant, mais typiquement, il y a certaines vidéos, certaines thématiques où vous ne pouvez pas vous positionner, si vous avez une vidéo trop longue, ou si vous traitez le sujet d'une manière, un peu différente et nous, ça, c'est quelque chose qu'on a bien vu avec le podcast, parce qu'il y a certains on a parfois essayé de cibler certains mots clés et juste, un contenu trop long. On passe absolument pas, donc on est ren hors intention de recherche. Et puis il y a évidemment tout ce qui va concerner le click-through rate, donc ce qu'on appelle le CTR, le watch time, donc le temps que les gens vont passer sur la vidéo et cetera. Ça, c'est la première partie de l'algorithme, donc vraiment la partie SEO. Et d'ailleurs, je tiens à le dire et on le dit souvent d'ailleurs c'est quelque chose que je répète, pas mal, mais finalement, c'est ni plus ni moins que du bon sens, hein, toute cette partie SEO. Il y a pas à se creuser la tête sur des aspects techniques, il y a vraiment beaucoup de bon sens. Et la deuxième partie de l'algorithme qui est un petit peu moins connue pour le coup, c'est ce que moi j'appelle, la traction algorithmique. C'est-à-dire, qu'aujourd'hui YouTube, il y a 2 manières d'attaquer l'algorithme de YouTube. C'est donc le SEO et le deuxième, l'attraction algorithmique. Ça consiste à faire une vidéo qui si tu veux aujourd'hui l'algorithme de YouTube, c'est des cohortes, il fonctionne en cohorte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une chaîne YouTube qui va parler, de dressage canin, par exemple, on a, au tout milieu d'un énorme cercle, le cœur de l'audience, c'est les gens qui sont passionnés par le dressage canin et puis, on a, un cercle qui va englober un petit peu plus de monde, de tous les gens qui ont besoin de dresser leur chien parce que, c'est chaud, quoi, c'est un vrai point de douleur et puis encore plus loin, on a tous les gens qui ont des chiens. Et en fait, si tu veux, ça fait comme ça des cercles qui sont de plus en plus larges avec de plus en plus de gens dedans et plus la vidéo, va pouvoir, transpercer toutes ces cohortes de l'algorithme, plus la vidéo va être diffusée auprès d'un large panel de personnes et tout ça, ça va être, permis par une vidéo qui coche toutes les cases, un bon hook, un bon contenu, un bon montage quand c'est nécessaire et cetera. Puisqu'il y a des vidéos qui, par définition, vont moins transpercer que ces cohortes parce qu'elles s'adaptent moins, à l'algorithme, justement. Donc voilà, ça c'est la 2e chose et cette traction algorithmique, elle peut aussi, amener pas mal de vues de manière organique, et moi je me pose toujours la question quand je poste une vidéo: «Est-ce que je suis plus sur du SEO ou est-ce que je suis plus sur de l'attraction algorithmique, liée à YouTube?» et la manière d'amener les choses sont un peu différentes, quoi. OK, top, merci. Et donc également, je me demandais quels sont les moyens, parce qu'on sait qu'il y a les pubs, les placements de produits, quels sont les moyens de monétiser, une vidéo ou, toute une chaîne, globalement? Alors la première chose, et je pense que le réflexe des gens, qui pensent à YouTube, c'est AdSense, donc la publicité YouTube. Grosso modo, aujourd'hui, vous avez besoin de 1 000 abonnés et 4 000 heures vues, pour être éligible, si je dis pas de bêtises. Mais, c'est, clairement un bon moyen d'arrondir les fins de mois. C'est pas dans mon cas, ça a toujours été ce qui rapporte le moins, sur mon contenu YouTube. Mais ça, c'est à ne pas, négliger, je pense. Donc ça, c'est le premier point et il y a beaucoup de gens qui se disent: «Mais combien ça rapporte des vidéos YouTube?» Pendant très longtemps, il y avait ce mythe de 1 000 vues égale 1 €. Aujourd'hui, surtout sur des thématiques business, on est difficilement en dessous de 4 € les 1 000 vues. Donc c'est déjà, plus important et plus intéressant que ce qu'on peut penser à la base. La deuxième manière de monétiser, du contenu sur YouTube, c'est clairement l'affiliation, je trouve. Donc là, il y a un boulevard et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le captent. C'est quelque chose qu'on répète notamment, à de nombreuses reprises dans le Wizards Podcast, en essayant d'expliquer que YouTube, c'est vraiment une opportunité de fou. Et en affiliation, c'est le cas aussi. Donc il y a des affiliés, qui, travaillent uniquement, sur YouTube, qui ont des chaînes nichées, sur différentes niches d'affiliation justement. Il y a ensuite le sponsoring, donc le fait de bosser, avec des marques, donc une fois que vous avez une audience, qui existe,
Là, par exemple, j'ai eu, la réalité, c'est que j'ai un peu honte, j'ai même pas eu le temps de répondre à ce genre de truc, mais j'ai eu une marque qui m'a proposé sur ma chaîne Arthur Villecourt, qui a 18 700 abonnés, je crois, une marque d'hébergement web, qui m'a proposé un deal sur, je crois que je suis censé placer leur hébergement 1 minute au début de 5 vidéos sur ma chaîne contre, 3 000 € je crois ou 4 000, je sais plus, mais c'est plutôt intéressant pour une chaîne. Ma chaîne fait pas des vues astronomiques, enfin ça dépend des vidéos, il y a des vidéos qui marchent mieux que d'autres, mais voilà, pour placer 1 minute, c'est rapide et moi je suis un petit youtubeur en l'occurrence, mais pour les plus gros, je peux vous dire que ça doit clairement chiffrer, surtout sur des thématiques business. Et pour finir, je pense que moi, c'est ma manière, on va dire, de monétiser, autant que possible, mon audience, c'est des formations infoproduits. Et là, pour le coup, c'est vraiment très rentable et enfin, en tout cas, ça peut l'être. Après, on a souvent l'image de la formation. Déjà, on a l'image du formateur un peu scammer. Bon, c'est pas toujours le cas heureusement. Ça, c'est la première chose, mais on a surtout l'image quand on ne fait pas de formation et qu'on se dit: «Ouais, ça a l'air simple de faire de la formation», ce que je me suis longtemps dit. En fait, c'est clairement l'un des business les plus compliqués, je trouve, que ça soit, en termes de le fait de mettre à jour, son contenu de formation, le fait d'accompagner, ses élèves, de répondre aux questions, de promouvoir les formations, de faire le marketing qu'il y a autour. Donc c'est pas rien de faire de la formation. Mais voilà et je pense qu'on a fait le tour de des en tout cas moi, ce que j'utilise pour monétiser, mes mon contenu sur YouTube. Et donc tout à l'heure, on en parlait un petit peu, surtout quand par rapport au rythme de vidéo. Toi, est-ce que tu as des tips ou des conseils, pour gérer la motivation et la régularité, quand on se lance sur YouTube? Bah, alors moi, le conseil, c'est un peu celui que je te donnais tout à l'heure par rapport au rythme. Déjà, c'est le fait de se fixer un rythme et de respecter le rythme qu'on s'est fixé. Et la deuxième chose, en termes de régularité et de motivation, je dirais, en fait, quand on voit pas de résultat, on est frustré. Mais je pense que quand on voit pas en fait, en SEO, par exemple, on le sait, il y a vraiment ce côté, où comment on dit? La récompense est vraiment différée. C'est-à-dire qu'on travaille, on peut travailler 6 mois d'affilée ou en voyant très peu le fruit de notre travail, ce qui est compliqué. Sur YouTube, très franchement, si vous faites les choses bien, vous pouvez voir très vite et vous devez en principe voir assez rapidement, le fruit de votre travail. Alors je vais aller un peu plus loin sur cette partie assez rapidement. Je pense qu'en 1 mois, et demi, on va dire, ou 2 mois en une petite dizaine de vidéos, on va dire, vous êtes censé, commencer à voir un minimum de traction. Si vous n'en voyez pas, c'est qu'à mon sens, vous devez très vite vous poser la question: «Est-ce que vous-même, vous seriez consommateur de votre propre contenu?» Et si à cette réponse, vous dites: «Ouais, franchement non», c'est qu'il y a un problème. Si vous-même, vous vous dites que votre contenu, c'est de la merde, c'est peut-être parce que votre contenu est insuffisant, quoi. Donc il y a peut-être un problème de fond. Et ensuite se rappeler, que chaque vidéo est un potentiel asset. Donc c'est-à-dire que chaque vidéo va potentiellement pouvoir rapporter des vues, sur le long terme et un petit peu comme une page sur un site web, bah, va pouvoir, vous rapporter des potentiels, prospects, des potentiels clients supplémentaires. Voilà, donc ça c'est mon moyen de rester motivé, c'est ça. Mais globalement, vraiment si vous n'avez pas de résultat alors que vous avez publié une dizaine de vidéos, c'est qu'il vous manque une partie de la recette, c'est une certitude. YouTube est pas aussi exigeant, que, le SEO traditionnel sur Google, par exemple, avec un site web. Ça prend pas autant de temps. Moi, j'ai, notamment, un de mes amis que j'ai, à qui j'ai appris, un petit peu, enfin, les ficelles, la recette essentielle pour publier du contenu. Sa première vidéo sur YouTube, sa toute première, elle fait 2 000 vues sur une thématique compliquée. Mais par contre, c'est une vidéo qui, est une vidéo tous ses concurrents l'ont faite et tous ses concurrents ont eu beaucoup de vues avec cette vidéo. Donc c'est une vidéo avec un vrai potentiel de visibilité et c'est du coup se pose un peu la question de: «Est-ce que ce type de vidéo, c'est intéressant de les faire dès le début de sa chaîne? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas?» et c'est une vraie question, attendre d'avoir un petit peu d'audience et d'avoir un petit peu, pris du poil de la bête et d'être un petit peu meilleur dans son contenu avant de traiter les vidéos importantes? Ça c'est chacun fait comme il veut, mais en tout cas, lui, il a décidé de faire cette vidéo en premier et très vite, elle a fait des vues et donc elle lui a rapporté très vite des abonnés et donc il y a ce côté où, pour le coup, la gratification est immédiate et c'est
sans doute, plus agréable, à vivre, quoi. Carrément, 2000 vues pour une première vidéo, c'est pas mal. Ouais, c'est super propre, ouais et c'est un peu anormal d'ailleurs, je tiens à le dire, hein. Vous arriverez pas forcément à ce type de résultat, mais ouais, c'est super propre. OK. Et donc toi, du coup, maintenant que tu es formateur, quelles sont les erreurs que tu vois fréquemment chez les débutants? Alors la toute première erreur, je dirais que c'est vraiment le fait d'abandonner trop vite et ça, c'est un peu l'erreur, générale dans le business. C'est, c'était cette image du mec avec la pioche qui mine et puis il y a la mine de diamants, blindée de diamants derrière et puis il arrête et puis il fait demi-tour alors qu'il avait juste à mettre 2 coups de pioche de plus pour accéder au trésor. Je pense que c'est vraiment le truc principal. Il y a une erreur aussi que je vois beaucoup, c'est, le fait de mettre, tu sais, sur la miniature, la même tagline que dans ton titre. C'est une erreur d'ailleurs que même dans le Wizards Podcast, on fait de temps à autre, parce que souvent, c'est compliqué d'avoir l'inspiration de faire les 2, mais il faut vraiment voir la miniature comme un élément, qui doit pousser au clic. Donc c'est vraiment un élément qui est là pour attirer le clic, donner envie de cliquer et le titre, lui, l'objectif, c'est de pas capitaliser sur les mêmes choses dans le titre et dans la miniature. Les 2 se complètent, quoi, mais ne doivent pas être identiques. Donc ça, c'est le même truc et du coup, un peu pareil qu'en SEO, en SEO, le titre, fait, 80 du job à lui tout seul. Ben, sur YouTube, c'est un petit peu pareil. Donc souvent, les gens qui galèrent à avoir des performances sur YouTube, c'est des gens qui se plantent dans leur titre et qui, en fait, font des titres, mais moi le premier et c'est un vrai challenge, parce qu'en fait, parfois, on lance sa vidéo auprès de sa communauté et la réalité, c'est qu'en fonction du choix du titre, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats à la clé, de la vidéo. Donc c'est parfois très difficile. Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est que des fois, si vous voyez que votre vidéo, fait ce qui m'arrive de temps en temps aussi, a un très mauvais lancement, bah, je tente de twister le titre et de faire: «Ah bah, le titre, non, il est pas bon», donc mais qui dit changement de titre, dit que ça va aussi, potentiellement, le comment dire? Retarder un petit peu la diffusion de votre vidéo. Enfin, il y a c'est YouTube aime pas trop, les changements de titre globalement. Mais parfois, ça peut être une bonne idée de les changer si vous voyez que vous êtes à côté de la plaque ou si vous voyez qu'une vidéo performe pas du tout. Mais voilà, je dirais ça et puis le dernier point, qui est pas des moindres, c'est vraiment les gens qui font des vidéos trop longues, sans rythme, où justement, certes, il peut y avoir de la valeur, mais il faut la trouver avec des intros trop longues. Vraiment et là, pour régler ce problème-là, c'est un peu le même problème que consommeriez-vous votre propre contenu? C'est est-ce que, vous resteriez, vous, devant une vidéo comme ça, quoi? Et est-ce que vous gardez en tête le fait que chaque seconde qui passe sur une vidéo, c'est une bonne raison pour le viewer de se barrer? Si vous faites une intro, animée avec de la musique, de 30 secondes, juste pour annoncer le nom de votre chaîne, vous êtes sûr que juste pour ça, votre vidéo votre chaîne YouTube ne marchera pas, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les quelques points qui font qu'une chaîne YouTube galère à marcher. Et donc une question que j'avais pas prévue, mais qu'on aime bien poser, et donc je vais l'adapter un petit peu là, c'est quel est ton avis par rapport à l'IA? Je sais que tu fais, beaucoup de contenu dessus, donc ça peut être intéressant aussi. Et donc là, quel est ton avis, sur l'IA dans la création de contenu? Bah, l'IA est un vrai raccourci dans la création de contenu, c'est une certitude. Il y a énormément de choses à faire, notamment sur tout ce qui est, écriture de script, notamment sur, moi, par exemple, j'ai un GPT, à qui je demande d'optimiser mes titres. Je viens de parler de l'importance des titres et je lui ai donné, il y a une superbe ressource sur le marché, américain qui s'appelle Creators Hook, avec une newsletter, très complète et je crois qu'ils envoient justement dans leur newsletter des scores avec des titres qui ont bien marché sur le marché américain, chose que j'ai, complètement injectée dans un GPT et quand je lui demande un titre, en fait, il se base, sur ces trucs-là pour me faire des titres efficaces ou en tout cas pour m'aider à les faire. Donc ça peut m'aider, de ce côté-là, pas mal. Ça m'aide aussi, l'IA m'aide à accélérer sur toute la partie sommaire, qui est assez importante sur YouTube. Le fait d'avoir des sommaires qui se disent: «Bah, dans cette partie de la vidéo, il se passe ça» et cetera, ce qui permet d'améliorer le watch time. Là pareil, c'est complètement, assisté par IA que je fais ça. Mais par contre, je un petit peu le même point de vue sur beaucoup de points, que ça soit en édition de site ou sur la création de contenu sur YouTube. Les vidéos 100 automatisées, j'ai un peu du mal à y croire. Je considère que, en tout cas pour le moment aujourd'hui,
À la limite, avoir une voix IA, qui parle et au lieu de parler avec votre propre voix, pourquoi pas? Si le fond de la vidéo est bon, s'il y a de la valeur transmise encore une fois, si le montage est ultra dynamique. Il y a d'ailleurs des j'en ai vu beaucoup, des vidéos qui font ça, qui font ça très bien, côté US, même sur le secteur business avec, un avatar IA et une voix IA qui explique un truc. Mais quand vous regardez, le reste n'est pas automatisé. Il y a un super montage derrière, le fond de l'info est ultra quali. Il y a une autre, thématique sur YouTube c'est les chaînes sur mince, je le stoïcisme, où là, il y a beaucoup de contenu, IA, où tout est autogénéré. À mon avis, là, pour le coup, même le script, enfin, il y a pas beaucoup d'humains dans tout ça et ça fonctionne très bien. Donc c'est un peu l'exemple qui me contredit là, en l'occurrence. Et je pense qu'il y a des choses à faire de manière automatique, mais globalement sur la thématique business, vous avez encore aujourd'hui une vraie plus-value à être un humain face caméra ou alors à minima être une vraie voix qui parle même s'il y a pas de caméra. Et je pense que c'est encore, primordial, mais par contre l'IA permet d'accélérer de manière drastique sur plein d'autres points. OK, nickel. Et donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui hésiterait à se lancer sur YouTube? Bah, pour moi, YouTube, c'est tout simplement, ça fait plus de 13 ans maintenant que je suis sur le web, et que je fais du business sur le web, l'édition de sites, de l'affiliation, que je monétise, ce que je peux monétiser sur le web de manière très opportuniste. Et pour le coup, c'est la plus grosse opportunité que j'ai jamais rencontrée, en 13 ans. YouTube, c'est vraiment le truc, je pense que c'est the place to be, en 2025 et dans les années à venir. Il y a beaucoup de grosses et moins grosses entreprises qui s'en sont rendues compte. Je pense notamment, moi j'ai 2 exemples que je cite beaucoup, c'est, Finari avec Mounir Lagoun, qui fait du contenu pour la chaîne Finari, donc sur la thématique finance, qui est une thématique ultra concurrentielle où la moindre vue coûte super cher. Et en l'espace de 2 ans, c'est devenu un énorme acteur de cette thématique et son SaaS, par la même occasion, a littéralement explosé. Donc c'est vraiment, c'est un cas, concret de ce qu'on peut faire, aujourd'hui sur YouTube. Il y a un autre cas, que j'aime bien, dont j'aime bien parler, c'est Money Radar. Money Radar qui est pour le coup, à la base c'est une chaîne faceless, donc sans visage, avec une fille qui a une super voix qui fait la voix de la chaîne. Et ils ont derrière un site avec une vraie stratégie SEO. Et pareil, c'est assez intéressant d'aller observer ce qu'ils font parce que c'est très quali et il y a toute une dimension où vous pouvez tout à fait justement allier et votre contenu sur YouTube et votre site, internet. Et pour tous ceux qui nous écoutent, qui je pense, au travers de les makers, et du contenu de Florian en général, sont quand même assez branchés édition de site. Je pense qu'aujourd'hui, il est impossible de voir long terme, sans construire une marque autour de son potentiel site quand on lance un site d'édition. Et par conséquent, je pense que YouTube, c'est une arme, colossale quand on veut justement, renforcer son image de marque et donc avoir un site qui tient la route pendant longtemps et qui est un site revendable, même quand on fait de l'affiliation, par exemple. C'est, YouTube devient incontournable et je pense que si vous n'avez pas pris le virage, il faut le prendre très vite. Avant de partir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur, Wizards Podcast, donc notre podcast sur YouTube. Vous pouvez me retrouver également, sur, mon site internet. Donc si vous tapez arthurvillecourt.com, vous aurez accès, soit, à mes formations ou, à ce que je propose aujourd'hui, en ligne en général, et puis, sur mes différentes chaînes YouTube dont j'ai parlé un peu plus tôt. Nickel, bon, bah, on mettra les liens en description en tout cas. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps en tout cas. Merci à toi. Si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur comment percer sur YouTube, Arthur propose une formation. Je te laisse le lien dans la description. Avant de partir, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et également, dis-moi en commentaire quel expert aimerais-tu que j'interviewe la prochaine fois.